Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est notre vidéo traditionnelle où je vous présente mon portefeuille et je vais continuer à jouer la totale transparence sur la chaîne Mind de Cash en vous présentant quelles sont les opérations que j'ai effectuées en bourse pendant le mois d'avril et la fin mars. Et on va parler aussi globalement sur ma stratégie actuelle dans mon portefeuille principal. Voilà, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne, mettre des likes s'il vous plaît. Encore une fois, je vous répète que pour moi c'est très important. Pour ceux qui veulent aider à développer la chaîne, vous avez un moyen de faire une petite donation avec le lien PayPal qui se trouve à la description de cette vidéo. Et je vous rappelle également qu'il y a la chaîne Telegram où je présente beaucoup plus d'informations que sur la chaîne YouTube. Voilà, donc nous commençons cette vidéo par très rapidement le contexte général. Je vous rappelle qu'il y a un autre format où je présente la situation macro. J'appelle ça le café du dimanche, donc c'est publié à 9h tous les dimanches matins, où nous parlons de la situation globale parce qu'il y a 3 piliers dans l'investissement Mind de Cash, c'est l'analyse macroéconomique, l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Voilà, donc mais très globalement, je fais en passe, si jamais vous n'aurez pas le temps de regarder la vidéo de demain, qu'aujourd'hui nous sommes au plus haut, nous sommes revenus au plus haut après la petite correction de fin février, début mars. Maintenant, la question qui se pose, où on va aller après? Est-ce que les stimulus, les différentes mesures de soutien au marché et aux économies post-Covid qui ont été présentées par les différents gouvernements à travers le monde vont faire pousser les marchés encore plus haut? Est-ce que la réouverture aura lieu aux dates prévues initialement? Tous ces enjeux sont en train d'être joués sur le marché, mais les marchés restent positifs vu que tous les indices sont à leur plus haut historique. Voilà, donc là je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus parce que, comme je viens de vous dire, il y a un autre format. Je vais immédiatement vous montrer mon portefeuille, à quoi elle ressemble aujourd'hui. Voilà, donc là je vais juste adapter un tout petit peu la présentation. Et aujourd'hui, juste pour diversifier un tout petit peu ma présentation, je vais vous parler dans la mesure stratégique. Quelles sont les sous-stratégies que j'implémente au sein de mon portefeuille? Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne Mind de Cash, je vous remercie d'avoir rejoint notre équipe Mind de Cash. Donc, et vous êtes bienvenus évidemment sur la chaîne. Mais je vous rappelle qu'il y a aussi d'autres portefeuilles ouverts que je présente sur la chaîne. C'est le portefeuille qui est PEA, qui est adapté pour ce package fiscal qui est très populaire en France, mais il y a aussi un portefeuille rentier que j'ai rebaptisé récemment. Avant, ça s'appelait portefeuille REITs des foncières cotées, et ça c'est le portefeuille qui est orienté aux dividendes de revenus passifs à partir de la bourse. Déjà, la première remarque stratégique, vu qu'on va parler de la stratégie globale de mon portefeuille, c'est que faites attention que mon portefeuille principal, effectivement, ce sont mes convictions, ce sont des entreprises où moi je vois de l'intérêt et du potentiel, mais mon portefeuille global d'investissement comprend également les autres positions dans les autres portefeuilles que je vous présente, parce que la déontologie Mind de Cash, qui j'espère mérite en like au moins, c'est d'être à 100% transparent. Ce que je vous présente 3 fois par mois dans les trois portefeuilles ouverts que je présente sur la chaîne, c'est des actions que j'achète réellement sur mes comptes bourse DEGIRO et Saxo Bank. Saxo Bank d'ailleurs que je ne vous recommande plus. La première ligne que vous voyez, c'est le cash. Ce n'est pas une entreprise qui prend 61% dans mon portefeuille, c'est bel et bien les liquidités dans le portefeuille. Donc là, je suis quand même largement dans les liquidités. Donc du coup, les liquidités présentent la plus grosse position actuellement. Pourquoi c'est comme ça? Parce que ma vision globale de l'économie, elle est quand même très incertaine. Aujourd'hui, si vous suivez le café de dimanche, vous savez que je me pose beaucoup de questions. Donc là, je ne suis pas dans l'esprit apocalyptique. Je ne dis pas que les marchés vont s'écrouler demain, mais je garde une grosse marge de liquidité pour saisir les opportunités si jamais la situation change, si jamais le monde post-Covid ne va pas être à quoi on s'attendait. Et donc là, je veux être préparé. Donc là, je ne veux pas être all-in sur le marché aujourd'hui et je ne serai pas all-in dans l'avenir proche. Là, donc ça, c'est la première chose stratégique que j'ai. J'ai beaucoup du cash de côté pour saisir les opportunités si jamais le macro nous faire renverser, nous faire revenir quelque part dans la réalité. Parce que moi, je pense que les marchés vivent une autre réalité. Dans un monde de bisounours, si vous voulez, ils ne voient pas de problèmes, tandis que le monde réel fait face à des vrais problèmes niveau
globale. Il y a des problématiques sociales, des problématiques économiques, des chômages, des inégalités, et tout ce cocktail des différents dangers qui peuvent un jour se transformer dans une grosse crise, et on ne sait jamais quand est-ce que ça arrive. Donc les crises arrivent à chaque fois quand on ne les attend pas. Deuxième point qui est stratégiquement très important pour moi, que mon portefeuille il est très axé sur les secteurs bien précis. Donc les secteurs de pharmaceutique, y compris les big pharma, mais aussi les biotech, et d'ailleurs surtout les biotech. Ensuite, un autre axe, un grand axe des investissements que je fais, c'est les technologies. Donc là, on va voir comment mes positions orientées technologie sont structurées actuellement. Et également, j'essaie de racheter des valeurs de ce que j'appelle la catégorie A. Pour ceux qui me voient pour la première fois, j'appelle les sociétés de cette catégorie celles qui sont tout simplement les sociétés qui sont meilleures au monde. Vous pouvez trouver la liste des entreprises de la catégorie A sur ma page Facebook. Bon, le lien, vous pouvez trouver également dans la description de cette vidéo. Et ce sont des entreprises qui sont monopolistes ou quasi monopolistes sur leur niche. En fait, en tout cas, ils dominent largement le marché. Donc, typiquement, ça, c'est les sociétés comme Amazon, comme Microsoft, Salesforce, Coca-Cola, Moody's. Vous pouvez voir sur votre écran, je viens de vous sortir cette liste de la catégorie A. Si ça vous intéresse, vous pouvez mettre en pause cette vidéo pour faire l'analyse si vous ne voulez pas aller voir sur la page Facebook. Mais en tout cas, voilà. Donc, ces entreprises, par rapport à ces entreprises, j'ai une stratégie qui est quand même ultra simple. En fait, en gros, les achète à chaque fois quand il y a une baisse des marchés. Donc, quand le marché nous ouvre une fenêtre de tir, j'achète forcément une de ces valeurs qui a subi une baisse pour une telle raison ou une autre. Voilà, donc ça, c'est une stratégie qui est quand même très simple. Et en fait, j'aimerais bien idéalement avoir toutes ces sociétés dans mon portefeuille, mais évidemment, ça va prendre du temps parce que ces entreprises, elles baissent très, très rarement, malheureusement. Voilà, donc j'aimerais bien les voir baisser. Et c'est pour ça, d'ailleurs, en quelque sorte, je garde du cash de côté parce que j'aimerais bien que si jamais il y a une grosse crise, à ce moment-là, je ne sois pas à moins 40% sur mon portefeuille, mais j'ai suffisamment de cash pour saisir des opportunités dans cette catégorie des entreprises. Voilà. Maintenant, je commence à parler de mon premier axe de pharma. Ici, j'ai plusieurs sous-axes en fait, parce que c'est tellement des investissements de conviction que j'ai quand même des sous-stratégies au sein de la stratégie globale. Donc la première stratégie globale, c'est les big pharma. Donc ça vous avez une grande vidéo sectorielle que je publiais au début de cette année, où je vous ai présenté mon avis sur les différentes grandes sociétés biopharmaceutiques. Une des plus grosses positions, c'est la deuxième plus grosse position que j'ai, c'est le Roche Holding. Donc cette société qui reste pas chère depuis pas mal de temps. Donc elle ne décolle pas beaucoup, mais en tout cas c'est une entreprise qui est quand même assez remarquable de point de vue déjà de la qualité de ses produits. Donc ça d'ailleurs on va encore en parler à nouveau dans cette vidéo qu'on va parler du Covid-19. Mais aussi de la performance opérationnelle de cette entreprise. Donc vous pouvez voir que les ratios ne sont pas si chers que ça, elle est moins chère que les autres, paradoxalement. Donc en fait, moins de 19 pour le PE, tandis que pour l'industrie, en moyenne, c'est 26,5. Vous allez avoir des marges très confortables, même plus que confortables, et les rentabilités, vraiment, c'est des rentabilités de rêve, avec la dette extrêmement faible. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas étonné, j'imagine, de voir l'entreprise Roche Holding. C'est une pharma suisse qui est d'ailleurs très spécialisée dans le traitement de cancer, branche d'activité pharmaceutique personnellement qui m'intéresse beaucoup et où j'ai envie d'investir. Voilà, donc Roche Holding, c'est une entreprise qui, pour moi, c'est une des principales positions dans mon portefeuille qu'elle partage avec Amazon. Voilà, donc ensuite, la deuxième big pharma que j'ai dans mon portefeuille, c'est Merck. Donc là, il faut parce que la liste commence à déjà être assez longue. La ligne sur Merck est 2 fois plus petite que celle de Roche Holding. Mais en tout cas, c'est un petit peu dans le même esprit. Je ne veux pas me répéter par rapport à ce que je disais dans les vidéos sectorielles où je présentais toutes les big pharma, mais en tout cas, pour moi, Merck, c'était une des deuxièmes entreprises les plus rentables dans lesquelles moi, je souhaitais d'investir. Et surtout, ce qui m'attire, c'est la sous-valorisation actuelle de cette entreprise par rapport à ses concurrents. Voilà, donc Merck, c'est la deuxième position. Donc là, vous voyez que là, actuellement, je suis un petit peu en perte par rapport à ma position principale, mais c'est une position récente. Donc ensuite,
En parlant de Roche Holding, j'aimerais bien vous parler également de son partenaire dans les recherches des traitements contre la contamination du Covid. C'est une autre biotech américaine qui s'appelle Regeneron. Et c'est une biotech qui était déjà depuis un certain temps dans ma liste, dans ma shortlist que je voulais acheter. Et aujourd'hui, j'ai décidé de franchir le pas, notamment aussi à cause de cette nouvelle, parce qu'ils ont quand même réussi de trouver un médicament qui réduit significativement les risques de contamination par le Covid-19. C'est assez étonnant pour moi, c'est que ces deux entreprises qui sont quand même impliquées dans les recherches contre Covid et qui font des produits qui marchent. Donc, bon, là, je ne veux pas reprocher quoi qu'il le soit à d'autres produits, mais en tout cas, la qualité des produits de Roche n'a jamais subi aucune critique. Toutes ces recherches sont complètement ignorées par les médias, et donc, du coup, ces entreprises ne bénéficient pas du hype des produits de Covid-19. Donc, comme en bénéficient, par exemple, les sociétés AstraZeneca, Moderna, les Pfizer, surtout quand on a trouvé pour la première fois le vaccin anti-Covid. Donc, en tout cas, toutes les recherches de Roche Holding et de Regeneron restent quasiment inaperçues par les marchés financiers. Pour moi, c'est un petit peu étonnant, et donc du coup, je suis assez content que les marchés me laissent investir dans ces entreprises qui produisent quand même des médicaments qui marchent parfaitement. On va regarder le Regeneron, parce que Regeneron, ça c'est la première ligne que j'ai rajoutée récemment, donc vraiment il y a quelques jours, j'ai passé un ordre pour acheter Regeneron, qui a complété ma stratégie du Covid-19. Donc, pourquoi j'ai investi sur ce problématique? Les Big Pharma ne gagnent pas tant que ça sur les vaccins, parce que les vaccins, ils font quasiment pas des marges, et ce marché reste extrêmement régulé. Donc là, pour sortir de la crise de Covid, parce qu'on doit en urgence livrer tout un tas de produits, tout un tas de vaccins à travers le monde, ça va rester comme ça. Mais après, personne ne sait si on ne devra pas se vacciner tous les ans. Et si on devra être vacciné tous les ans, mais dans ce cas-là, vous imaginez l'ampleur du business que ça ouvre pour ces entreprises. Donc du coup, moi, personnellement, je veux être présent sur ce créneau, et donc je veux avoir en petit sous-portefeuille des lignes des entreprises qui font des produits pour le traitement de Covid. Dans toute la gamme des produits, je veux être exposé au moins un petit peu au sein de mon portefeuille d'investissement. Et maintenant, je vous invite à jeter un œil sur les paramètres de la rentabilité de Regeneron, et je vous garantis que ça sera impressionnant. Vous pouvez voir que la marge brute de Regeneron est de 87%, quasiment la marge nette, elle dépasse, en moyenne sur 5 ans, elle dépasse 31%, c'est juste fou. Et la rentabilité c'est de la folie, encore une fois, c'est plus de 22% si on tient compte de la dette. Et en plus, c'est une société de croissance. Donc, vous pouvez voir parfaitement que le earning per share n'arrête pas de monter pour Regeneron. Donc, du coup, c'est une entreprise incroyablement performante en termes de sa rentabilité. Donc la dette, encore une fois, elle est très faible. Ce sont deux entreprises qui se ressemblent en fait en termes de performance opérationnelle, Roche Holding et Regeneron. Donc, et moi, je suis très content d'avoir les deux au sein de mon portefeuille. Et surtout, le momentum sur Regeneron, il n'est pas mauvais parce qu'il n'est pas assez plus haut historique. Malheureusement, il n'y a pas de dividende sur Regeneron, mais en même temps, Roche, il offre un dividende de plus de 3% de mémoire, qui est de nos jours reste un dividende quand même assez intéressant, et surtout c'est une dividende pérenne sur laquelle on peut compter, et surtout on peut compter sur l'augmentation de ce dividende dans l'avenir. Je vous rappelle également que Roche Holding fait partie de la liste des aristocrates des dividendes, dont vous pouvez trouver une vidéo sur la chaîne Mind de Caché également. Voilà, maintenant la deuxième ligne sur la stratégie Covid, c'est Moderna. C'est une des vaccins qui a passé toutes les vérifications, toutes les autorisations, et pour l'instant on ne subit pas des critiques comme notamment AstraZeneca, comme Johnson & Johnson. Et donc ce graphique, j'ai présenté sur la chaîne Telegram. En fait, quand on a touché cette ligne, justement, moi je disais que Moderna me paraît assez intéressante, et moi j'ai franchi le pas quand il a dépassé la ligne de moyenne mobile de 50 jours.
Pour des raisons techniques, je l'ai acheté. De toute façon, il faut toujours marier les trois piliers, comme je dis toujours, macro, fondamental, technique. Pour moi, macro, en fait, pour les sociétés qui luttent contre le Covid-19, c'est clairement positif. Après, fondamental pour Moderna, c'est une catégorie C, entreprise de catégorie C, donc évidemment, la rentabilité ne sera pas encore là. On ne va pas avoir les rentas comme pour Regeneron ou pour Roche Holding. Et pour le momentum technique, il était bien. Il était très bien placé techniquement parlant. Du coup, j'ai dit, bon, pour moi, c'est parfait. Je voulais avoir Moderna dans mon portefeuille. J'attendais juste un bon point d'entrée. Et ce point d'entrée s'est présenté. C'était parfaitement logique pour moi d'acheter Moderna à ces niveaux-là. Donc, actuellement, en termes de pourcentage, en termes de risque en fait que j'ai pris par rapport à cette entreprise, c'est un risque assez modéré parce que ça reste catégorie C, c'est une biotech avec un seul produit en gros, et donc du coup, et pour moi c'est même une exception parce que pour ce genre d'entreprise, en général, mon exposition elle est de l'ordre de moins de 0,5%, entre 0,5% et 1%. Là, j'ai dépassé 1%. Et pour Moderna, vu que c'est une histoire purement Covid, qui possède un vaccin qui a été autorisé et qui n'a pas pour l'instant des retours négatifs, c'est une entreprise dans laquelle j'ai décidé d'investir. Vous voyez, donc, vu que l'image technique il était quand même parfaite pour Moderna, et donc du coup là je suis déjà à 21% de plus-value, et pour une acquisition que je fais de mémoire il y a 15 jours à peu près, donc là je ne sais pas trop exactement quand je l'ai acheté, mais c'est très récent. Voilà, ma troisième sous-stratégie au sein du secteur pharma, c'est les entreprises, les biotech, et notamment les biotech qui sont spécialisées dans l'édition du génome et la lutte contre le cancer, contre les maladies graves en fait. J'en ai pas mal des biotech. Ma stratégie est suivante: j'achète beaucoup des biotech et par des petites portions. En fait, le problème que les biotech, vous ne savez pas laquelle va être gagnante. Sans avoir des informations internes, sans être expert dans le domaine, pour moi, ce n'est pas le cas. Par exemple, pour l'édition de génome, je sais que cette technologie, notamment CRISPR, qui est très très prometteuse. Je veux y être présent, je veux investir dans des entreprises qui font des recherches dans ce domaine, même si ce sont des entreprises de la catégorie D, comme je l'appelle, c'est les startups cotées en fait. Mais par contre, je n'ai aucune idée qui va être gagnant. Je pense que ça sera le CRISPR Therapeutics, que vous voyez, c'est une autre société suisse sur laquelle je fais déjà presque 100% de plus-value depuis ma première position. Mais il y en a encore d'autres. Il y en a encore Editas Medicine qui est très dans le rouge dans mon portefeuille, mais elle est beaucoup plus petite. Et il y a aussi Illumina que je voudrais acheter, mais pour l'instant il a fait un très bon rebond à la hausse. J'ai raté malheureusement le momentum. Il devrait être dans mon portefeuille logiquement, mais j'ai raté cette opportunité malheureusement. Mais en tout cas, moi je veux avoir plusieurs sociétés qui sont positionnées sur ce créneau, et actuellement je n'ai que CRISPR et Editas Medicine. Pour CRISPR, ce qui est à mon avis les plus prometteurs dans ce domaine, nous sommes proche des niveaux techniquement très intéressants. Attention, cette entreprise, elle s'est corrigée à partir de 220 $. Moi, je l'ai acheté l'été dernier, c'était à 53, je crois. Et ne soyez pas étonnés en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent, surtout sur Telegram, j'en parle souvent de CRISPR, que voilà, il y a eu une forte baisse, est-ce qu'il y a encore des perspectives? Moi, je l'ai acheté pour beaucoup d'années en fait. Normalement, selon les estimations, les premiers résultats de CRISPR qu'il va délivrer, c'est en 2024-2025, donc il faut attendre longtemps. Mais en tout cas, si vous attendez jusqu'à 2024 sans être investi dans cette valeur, quand on va y arriver, il va déjà valoir en trillions peut-être, si ça va créer une révolution, comme il prétend d'ailleurs, dans la médecine. Donc, il faut se positionner largement en avance, et évidemment, vous êtes obligé de prendre des risques dans ces circonstances. Et les entreprises qui vous a fait de $40 jusqu'à $200 en un an, donc du coup, je sais pas, c'est des centaines de pourcents, vous avez fait plusieurs X votre mise, c'est très normal qu'elle se corrige tout simplement de 50%. Ça peut paraître paradoxal, si vous avez investi et si vous n'êtes pas habitué à ce type de valeur, ça peut vous paraître comme une catastrophe, que l'entreprise ne va pas, il y a des choses qui vont mal, donc elle va faire faillite, mais pas forcément, c'est tout simplement la volatilité, c'est ce qu'on appelle la volatilité, et dans les biotech,
il y a beaucoup de volatilité. Donc l'entreprise qui vous fait 400%, elle peut se permettre de corriger de 50% et ça ne change rien fondamentalement pour cette entreprise. Il faut bien le comprendre et surtout non seulement le comprendre, mais gérer encore et encore votre risque. Et gérer le risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire de gérer correctement votre exposition sur chacune des lignes. Regardez comment moi je gère cette exposition. C'est la ligne principale toujours que je dis dans ce que je vous présente, c'est la value weighting, donc c'est le poids de chacune des lignes dans mon portefeuille. Vous pouvez vite remarquer que très peu de lignes, sauf la catégorie A comme Amazon et Roche Holding, qui prennent plus de 4%. Tout le reste, et surtout les petites valeurs, ils ne pèsent presque rien dans mon portefeuille. Donc, je vous invite pas de suivre acheter ce que moi j'achète, mais en tout cas, je vous invite de suivre les principes de gestion de risque que je vous conseille vivement. Voilà, maintenant nous passons à d'autres biotech que j'ai dans mon portefeuille. La première, c'est Biogen, c'est une des plus grosses positions dans ce sous-secteur. En fait, Biogen, elle prétend d'avoir élaboré le premier vaccin contre la maladie Alzheimer. Donc, si elle est autorisée par la FDA américaine dans les prochaines semaines, dans ce cas-là, cette société Biogen va être la première au monde d'avoir trouvé ce médicament et commencer à le commercialiser. Donc, c'est une grosse biotech. Biogen, c'est une très grosse biotech. Elle est très rentable, encore une fois, mais il y a ce risque de non-approval de la part de la FDA de son médicament. Mais par contre, leur pipeline des produits, il est quand même assez riche. Et le problème qu'ils font face, c'est que si jamais ce médicament n'est pas autorisé, ils subissent actuellement des grosses pressions concurrentielles de la part des médicaments génériques. Donc, en fait, le news flow attendu pour Biogen n'est pas très très positif, mais en tout cas, moi, franchement, je suis fan de cette entreprise. Déjà, de point de vue éthique, ils sont positionnés sur des créneaux que moi, je trouve vraiment, ça me fait énormément plaisir personnellement d'investir. C'est la lutte contre le cancer, contre les maladies d'Alzheimer. C'est des maladies vraiment affreuses. Donc là, j'espère que vous avez jamais, ou quelqu'un de votre proche n'a pas été touché par ces maladies, mais en tout cas, moi, personnellement, de point de vue émotionnel, ça me fait énormément plaisir d'investir dans les entreprises qui font ce genre de projets. Voilà, donc Biogen, ça s'approche à 3% dans mon portefeuille, j'y crois, je ne pense pas que je vais la solder. Voilà. Et la deuxième entreprise qui a fait beaucoup parler d'elle au début de la crise de Covid, c'est Gilead, ou Gilead, je ne sais plus trop comment ça se prononce. C'est une entreprise qui prétend de produire un médicament pour le traitement, pas le vaccin, pour traiter le Covid, qui s'appelait Remdesivir. D'ailleurs, Donald Trump qui était soigné avec. Mais en tout cas, c'est une entreprise qui est spécialisée sur biotech également, sur les recherches contre le cancer et il y a encore pas contre le cancer, contre le sida, pardon, mais il y a aussi des recherches contre le Covid. Je suis pas super fan de cette entreprise, je l'ai acheté à cause de Remdesivir à l'époque. Ma ligne n'est pas énorme pour cette taille d'entreprise parce qu'ils sont quand même c'est une grosse biotech vraiment. Mais en tout cas, il y a quand même des choses louches à chaque fois que j'entends autour de cette entreprise. Je ne veux pas la vendre, mais je ne veux pas non plus renforcer cette ligne qui me paraît pas chère, mais peut-être pas chère pour des bonnes raisons. Voilà. Donc, et maintenant, nous passons à des entreprises qui sont beaucoup plus petites dans le secteur biotech. La nouvelle ligne que j'ai achetée s'appelle Bluebird Bio. Bluebird Bio, j'ai acheté pour des raisons techniques. Encore une fois, c'est un spécialiste de recherche de médicaments contre cancer. Encore une fois, ça, c'est une des lignes qui m'intéresse énormément. Là, elle a chuté littéralement en début février 2021. Et cette ligne, et cette action, cette entreprise était dans ma liste des biotech. J'ai tout de suite remarqué qu'il y a une chute. J'ai initié une toute petite ligne. En fait, elle est très volatile. C'est encore plus volatile que CRISPR. C'est la catégorie D. Leur pipeline, en fait, elle est un des plus prometteurs dans le secteur. Mais en tout cas, pour l'instant, ils n'ont rien à mettre sous le dent. Donc, il faut quand même prévoir des volatilités énormes sur cette action si vous voulez y rentrer. Donc vous imaginez que des personnes qui étaient là ou surtout là, en fait, et ça fait pas longtemps en fait, c'était seulement en juillet, il était à 72, maintenant ils ont que même pas $30 par action. Donc je vous montre juste que ces entreprises sont quand même très volatiles et très risquées. Il faut vraiment gérer la taille de position pour chacune de ces entreprises. Ensuite, Checkpoint Therapeutics, ça c'est une autre petite biotech que j'ai où je suis en perte, mais encore une fois, vous voyez, en perte, mais je suis à 0,43%, donc je suis même moins de 0,5% d'exposition sur cette ligne. C'est encore les médicaments de traitement
du cancer. C'est une entreprise très petite, donc c'est la catégorie D. C'est une dans ma shortlist des biotech qui travaillent sur des produits de cancer, contre cancer. Je ne sais pas quelle sera gagnante, encore une fois, mais celle qui sera gagnante, il va s'ouvrir le jour qu'ils annoncent un grand succès, il va s'ouvrir à plus 400%, ça sera trop tard de l'acheter. Donc du coup, si on veut être dedans, il faut se positionner, il faut prendre le risque, mais pour ne pas prendre trop de risques, encore une fois, gérez bien votre exposition sur chacune de ces lignes. Ensuite, juste vais vous mentionner une société Zynex. En fait, je ne comprends pas très bien la valorisation de cette entreprise parce que ses ratios sont juste incroyables. En fait, là, elle n'est pas chère au niveau de l'état financier. Donc déjà financièrement, elle est très solide cette entreprise. Profitabilité, elle est excellente. Et au niveau du prix du marché, il n'est pas très cher. Donc pour moi, c'est pas très clair pourquoi il n'est pas aimé par la bourse actuellement. Et c'est un spécialiste des équipements médicaux. C'est un peu comme à Biogen que j'ai investi. Je fais quand même une très bonne plus-value l'année dernière. C'est un peu du même style. Donc Zynex, pour l'instant, moi j'accumule cette valeur. Je comprends pas trop pourquoi le marché ne l'aime pas. En tout cas, avec des rentabilités comme ça, je trouve que ça vaut le coup quand même d'y investir et d'y rester. Non, maintenant je passe à un autre secteur où je suis complètement fan, c'est les technologies, donc évidemment, et notamment l'intelligence artificielle. Et Microsoft, il a fait une acquisition qui fait beaucoup parler d'elle, c'est Nuance Communication. Ils ont acheté pour 16 milliards de dollars. Et j'ai dû acheter finalement, ça fait des années que je m'attendais pour acheter Microsoft. Et maintenant, c'est une exemple ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça démontre bien que je suis un amateur. Donc Microsoft, c'est la catégorie A par excellence. Et donc du coup, j'ai dû initier ma première ligne qui est toute petite sur Microsoft parce que moi, j'ai l'impression que cette valeur va partir très loin et j'ai peur qu'elle va partir sans moi. J'ai dû l'acheter finalement au plus haut parce que j'ai attendu trop. Donc franchement, le conseil que je peux vous donner quand vous voyez moi faire ça, c'est que n'hésitez pas. Si la valeur vous plaît, si vous êtes convaincu dans la valeur, si la valeur il a des ratios qui sont de rentabilité satisfaisante, si les perspectives sont bonnes, comme Amazon, comme Microsoft, comme Nvidia par exemple, donc n'hésitez pas trop longtemps. Ça fait je sais pas combien d'erreurs j'ai fait comme ça. C'était pareil pour Amazon. Moi je l'ai acheté il y a 2 mois. Je suis très content d'y rentrer au moins en $3,000, donc ça c'est déjà énorme. Mais en tout cas Microsoft, j'ai dû acheter carrément au plus haut parce que moi j'avais l'impression qu'elle va jamais baisser cette valeur. Après si elle baisse, dans ce cas-là je vais quadrupler ma ligne évidemment, c'est sans aucune hésitation. Donc mais quand même, si vous démarrez dans les investissements en bourse, faites pas d'erreur, ne vous attendez pas des corrections trop longtemps sur des valeurs de grande qualité. On peut avoir des corrections sur des valeurs comme CRISPR, comme Bluebird Bio, comme tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais les valeurs comme Amazon, comme Microsoft, Apple peut-être encore, Nvidia, difficile à avoir des corrections. Les corrections sur des valeurs comme Hermès, qui vous parlent certainement plus parce que c'est français. Donc ne vous attendez pas grand-chose, en fait, de point de vue des graphiques. Donc, ces valeurs-là, en fait, une fois qu'elles commencent à baisser, tout le monde se réunit dessus parce que c'est des valeurs où il y a quasiment pas d'incertitude. Mais ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est que qu'est-ce que c'est cette Nuance Communication? Ça, c'est un spécialiste d'intelligence artificielle. Encore une fois, c'est la honte un peu que je n'étais pas au courant, elle n'était pas dans ma liste. Donc apparemment, selon les ratios, c'est la catégorie soit D, soit C. Donc Microsoft, comme moi, ils adorent les entreprises d'investir dans des quasi-startups. Donc ils ont accepté quand même d'acheter cette entreprise à 10 ans de chiffre d'affaires. Donc d'ailleurs, c'est pas si énorme que ça. Ensuite, on va regarder les autres ratios. Donc la marge brute, donc elle est très confortable, mais pour l'instant c'est difficile de parler de la rentabilité parce que c'est une entreprise en perte. Donc Microsoft, ils ont pris le contrôle sur une startup tout simplement. Et donc pourquoi j'en parle de ça, c'est que quand vous me voyez souvent d'acheter ce genre de valeurs, ne soyez pas surpris. Tout simplement parce que vous voyez que les gens qui comprennent ce qu'ils achètent, qui sont spécialistes dans ce métier, ils font un peu pareil. Donc j'en ai plein, par exemple Bluebird Bio ou Checkpoint Theraseutic, ils ont à peu près les mêmes chiffres dans les rentabilités. Mais en tout cas, je les achète et vous voyez que les spécialistes dans ce secteur, ils les achètent aussi. Et ça n'empêche pas d'acheter les entreprises de catégorie D si vous y voyez des perspectives. Donc voilà, donc Microsoft, j'ai dû, avec des larmes aux yeux, j'ai dû l'acheter au
au plus haut. Mais bon, je pense que si je veux avoir une gestion sérieuse de mon portefeuille, je suis obligé de voir certaines valeurs. Les valeurs comme Microsoft, comme Apple, comme Nvidia, ils doivent être présents dans un portefeuille que moi je considère sérieux, en tout cas dans ma stratégie, dans ma philosophie d'investissement. Voilà. Ensuite, sur les technos, qu'est-ce que j'ai également? Donc, pour cette année, je vous ai déjà parlé qu'il y a une vidéo également sectorielle sur les semi-conducteurs et les accélérateurs d'intelligence artificielle. Je suis à fond dans l'intelligence artificielle. Donc, c'est les semi-conducteurs. Moi, j'ai acheté Soitec, comme vous voyez. Donc, ça, c'est une entreprise française que nous avons aussi dans notre portefeuille PEA. Donc, vous voyez à quel point je suis convaincu. Donc, dans ce secteur également, j'ai Nvidia. Bon, ça, c'est vraiment le leader incontestable des accélérateurs AI. Mais ça, c'est un petit peu avec des larmes aux yeux aussi que je vois ma performance de 23% parce que, vous voyez, comme pour Microsoft, j'ai fait mon premier pas et j'ai investi 0,5% parce que j'espérais que ça... encore une fois, j'ai fait cette erreur. Donc, vous voyez que j'ai attendu trop quand on était à moins de $500. J'ai hésité, est-ce que ça va peut-être baisser encore? Est-ce que ça va baisser encore? J'étais radin, il faut l'admettre. Et donc, du coup, j'ai acheté pas assez. Maintenant, pour mon ego, ça me fait plaisir de voir plus 23%, mais en chiffre du PNL réel, ça ne représente pas grand-chose au final. Voilà, donc du coup, Nvidia, Xilinx, voilà, donc ça c'est un petit peu de la même chose. Taiwan Semiconductor, je crois que je ne l'avais pas encore dans ma précédente vidéo. Donc là, je suis presque à l'équilibre. Là, franchement, je pense que sur TSMC, aujourd'hui, nous avons un point d'entrée qui est pas mal. Je crois que j'en ai parlé aussi sur la chaîne Telegram. Donc là, j'ai envoyé les graphiques. Donc on voyait, on n'est pas au plus haut historique, donc du coup il y a quand même beaucoup encore à gagner pour revenir au plus haut. Et pour moi, en tout cas, dans ma stratégie actuelle, c'est un très bon point d'entrée. Donc après, rejoignez Telegram en fait si vous voulez plus de détails parce que je publie largement plus d'informations là-bas. Voilà, donc Taiwan Semiconductor, qu'est-ce qu'il y avait encore? Bon, j'ai pas d'Intel. Bon, j'attends aussi d'acheter AMD. Donc Xilinx on a parlé. Voilà. Une autre sous-axe d'investissement en technologie que j'ai au sein de mon portefeuille, c'est les sociétés technologiques asiatiques. Bon, évidemment, il y a eu beaucoup des histoires autour avec Jack Ma de Alibaba. Mais en tout cas, cette semaine, il y a eu une très bonne nouvelle qui est arrivée concernant cette entreprise que moi je trouve extrêmement sous-évaluée, parce qu'il n'est pas cher même sur des ratios classiques. Surtout si on compare par rapport à Amazon, c'est qu'en fait, il a eu une amende, en gros, pour sa position dominante, mais cette amende était considérée par les marchés et par moi également comme un compromis qui a été finalement trouvé avec l'État chinois. Une autre valeur que j'ai rajoutée dans le portefeuille, c'est Baidu. Donc là, j'en ai parlé largement sur la chaîne Telegram, encore une fois. C'est que cette valeur, il y a eu une fenêtre d'opportunité sur cette valeur après la chute, le bankruptcy d'un fonds, d'un hedge fund. Archegon Capital, c'est ça, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et donc là c'était le fonds qui était spécialisé sur des valeurs asiatiques et qui a reçu des appels de marge et finalement a fait faillite. Et ils ont du coup ont dû vendre au marché plein de positions dans ces valeurs technologiques chinoises. Et actuellement, j'ai profité pour acheter Baidu. C'est un Google chinois et qui évidemment c'est une valeur que je voudrais avoir dans le portefeuille. Ça va sans dire en fait, c'est que j'ai une action Amazon, ça c'est ma plus grosse valorisation, ma plus grosse pondération dans mon portefeuille personnel. Donc c'est une entreprise qui m'a fait déjà presque 10%. Là, sur le coup, j'ai pas tardé. Donc là, j'ai vraiment 10% pour une entreprise qui pèse presque 5% dans mon portefeuille. C'est un très bon résultat. Je suis satisfait de cet investissement. Voilà, pour résumer cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. J'essaie de faire mes vidéos un petit peu plus courtes parce que je me fais critiquer souvent pour la durée de mes vidéos. Donc, j'ai plusieurs axes dans mon portefeuille principal. Le premier axe, c'est pharmaceutique. Donc, au sein de ce secteur pharmaceutique, j'ai une stratégie qui est spécifique à Covid-19. J'ai une stratégie qui est spécifique aux biotech dans l'édition de génome. Une stratégie spécifique pour les biotech qui travaillent sur les recherches pour la lutte contre le cancer.
Donc ça, c'est vraiment le périmètre de mes investissements au sein du secteur pharmaceutique. Et le deuxième grand secteur pour moi, c'est les technos. Donc les technos, j'ai la catégorie A, comme Amazon. Alibaba, pour moi, c'est presque la catégorie A. Ensuite, Microsoft, que je viens d'intégrer dans le portefeuille. Nvidia, où je suis largement sous-investi, bon, ainsi comme pour Microsoft. Il y a aussi Checkpoint Technologies, ça c'est un spécialiste de sécurité, je n'en ai pas parlé, mais c'est une position très récente. Je crois que c'est une position une société qui est basée en Israël, je crois. Mais en tout cas, c'est un spécialiste des sécurités dans les clouds, donc ça c'est vraiment très bien. Je devrais vous parler également sur mes stratégies spéculatives, pour être à 100% transparent. J'ai une option call également sur l'action AlterX, j'en parle souvent sur ma chaîne. C'est une entreprise qui est spécialisée également dans l'analyse des données dans le cloud. Donc j'ai pas fait un bon... En fait, j'étais à un moment donné en gros plus-value sur cette valeur, après elle a chuté. Encore une fois, c'est la catégorie C, et du coup là, c'est la valeur qui est très volatile. Donc du coup, moi, je suis sorti avec une perte malheureusement sur AlterX, et maintenant j'ai repris en call sur une option avec un risque limité, en fait, on va dire, donc pour acheter AlterX. Donc je serai dans une position ou pas, ça dépend du marché évidemment, mais au pire, je perdrai uniquement la prime de risque de cette option que j'ai achetée. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été utile. N'oubliez pas de liker cette vidéo, partager cette vidéo à des personnes qui s'intéressent à la bourse. Donc, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de passer un agréable week-end. À très bientôt sur la chaîne Mind the Cash. Bye bye.